Alors pourquoi on s'est occupé de l'asthme? Parce que l'asthme, c'est la maladie chronique la plus fréquente chez les enfants. C'est une cause importante des visites en urgence, d'hospitalisation, de visites au bureau. C'est la première cause d'absentéisme scolaire. Et même chez les adultes, au moins 18% des personnes feront une crise d'asthme quelque part dans leur vie. C'est-à-dire, l'asthme, c'est un problème de santé publique. Le problème, c'est que c'est une maladie qu'on ne la connaît pas assez bien, donc on n'est pas capable de proposer des interventions préventives efficaces. Il y a par contre des traitements efficaces avec lesquels les enfants peuvent avoir une vie active, c'est-à-dire aller à l'école et faire l'activité physique. Le problème, c'est que les enfants ne suivent pas le traitement et au moins un enfant sur deux ne suit pas le traitement comme il faut. Donc, l'objectif de ce projet est d'améliorer l'adhésion au traitement. Pour ce faire, d'abord, on a fait une révision systématique de la littérature pour aller chercher des données probantes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait dans la littérature pour améliorer l'adhésion au traitement et l'utiliser dans la construction de l'application. On a révisé 30 articles scientifiques et de là est sorti principalement 3 éléments. Le premier, les connaissances. Il fallait que l'enfant comprenne c'était quoi l'asthme, c'était quoi les déclencheurs, c'était quoi le traitement, pourquoi on utilisait le traitement et comment il fallait l'utiliser. Ensuite, il y avait la notion d'autogestion de l'asthme, c'est-à-dire qu'il fallait que l'enfant évite les déclencheurs si possible, qu'il apprennent à reconnaître les premiers signes de crise d'asthme et qu'ils apprennent à agir en conséquence. Et finalement, la participation des parents, de la famille et de l'école, c'était important. Tous ces éléments-là amélioraient l'adhésion au traitement de l'enfant asthmatique. D'un autre côté, il y a des recherches intéressantes qui montrent que les jeux vidéo sont capables de changer les comportements. Encore, les technologies de l'information, il y a des révisions systématiques là-dessus qui disent que les technologies de l'information, c'est-à-dire sites web, et réseaux sociaux, applications mobiles, entre autres, sont une opportunité pour la santé publique, notamment dans l'amélioration de la gestion des maladies chroniques, comme les maladies chroniques cardiovasculaires et respiratoires, dont l'asthme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cadre méthodologique dans cette recherche, c'est-à-dire on sait que ça pourrait fonctionner, mais on ne sait pas comment ni pourquoi. Donc, ces cadres méthodologiques sont à construire. C'est dans cet ordre d'idées que, dans le cadre de ce projet, nous aimerions d'abord évaluer l'acceptabilité de l'outil auprès d'abord des enfants, de ces familles et des professionnels de la santé. On aimerait évaluer l'efficacité de l'outil à améliorer l'adhésion au traitement et si c'est vraiment utile à améliorer l'adhésion, on aimerait théoriser, c'est-à-dire comprendre les raisons pour lesquelles ça fonctionne, si ça fonctionne. Dans tout ce processus, on a identifié des enjeux. Le premier enjeu, c'est la quasi-absence des grilles d'évaluation de la qualité et de l'efficacité de la construction des applications mobiles. Dans cette grille d'évaluation de la qualité, on doit cocher que ces applications mobiles ont été construites avec la rigueur scientifique derrière ça. La confidentialité des données, c'est un des éléments. Et tout le volet de e-littératie aussi, qui vient du concept de littératie. On sait qu'une personne sur deux probablement ne comprenne pas ce qu'il lit, et ça c'est un concept en émergence, c'est-à-dire que quand on construit des messages et avec l'utilisation des technologies de l'information, on doit s'assurer que le message est compris aussi, il doit être proposé de telle sorte qu'il va être compris même pour les personnes à faible niveau de littératie. Donc, les guides de pratique pour la construction des applications mobiles est à faire et il y a 2 semaines qu'il a été mis en ligne le référentiel des bonnes pratiques sur les applications et les objets connectés de santé préparé par la autorité de santé française et qui propose entre autres ces éléments-là.
Et nous avons la préoccupation, hein, même si c'est un projet qui est en cours, concernant l'utilisation de l'innovation. Parce que même si on réussit avec tout ce qu'on aimerait dans le projet, il n'y a rien d'assuré que ça va être utilisé. Alors ça, c'est un autre enjeu aussi. Concernant les enjeux proprement éthiques, le sujet des inégalités sociales de santé est majeur. Parce que les technologies de l'information dans ce contexte et les applications mobiles ne doivent pas augmenter les inégalités sociales de la santé. Et dans ce domaine, la recherche est quasi absente. Au Québec, 50% de la population a un téléphone intelligent, 90% des foyers ont accès à l'Internet, c'est pour ça qu'on prévoit une version web de l'application. Et dans une logique populationnelle où on n'aimerait pas contribuer à augmenter les inégalités sociales de santé, on devrait proposer une option pour la population qui n'aurait pas d'accès à cette application. Ça, c'est une préoccupation majeure. On n'a pas de réponse encore. Fabio va décrire la méthode comme telle. Donc ça, c'est un visuel des jeux que nous sommes en train de développer. Donc ici, on voit justement la page d'accueil finalement où l'utilisateur pourrait accéder à différents jeux. Il aurait un poumon de style Tamagotchi finalement qui va soigner et qui va être influencé suivant les résultats de santé des différents jeux auxquels il joue. On a un petit jeu qui est sur les déclencheurs de l'asthme que je vais vous montrer brièvement après. Hop, pardon. Ici, on a une partie de configuration où il va pouvoir entrer des données médicales. Et puis, cette partie-là, c'est vraiment de permettre à l'enfant de faire régulièrement, idéalement une fois par jour, un test de capacité pulmonaire, donc un peak flow, ce qui est vraiment un élément important dans le suivi de l'évolution des maladies respiratoires et principalement de l'asthme. À droite, vous voyez juste des prototypes qu'on a fait, et qu'on a testés à Sainte-Justine pour la fibrose kystique. Donc, brièvement, c'est vraiment une toute première phase qu'on a fait en quelques jours. C'est un peu fort, pardon. Il y a des gens qui dormaient. Donc là, en fait, l'enfant doit cliquer sur son téléphone mobile pour éviter justement les déclencheurs de l'asthme. Donc on a encore des choses à ajuster, disons, mais c'est un petit peu l'idée de rendre ça ludique et puis de faire évoluer le jeu petit à petit. La manière dont on construit les jeux, c'est de dire que si on veut que les enfants et leurs amis s'investissent dans les jeux, il faut aussi qu'ils les fassent par eux-mêmes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des événements de 2 jours qui sont des game jams, qui sont des événements collaboratifs, où on a un ensemble de personnes qui sont des développeurs, des designers, des patients, des médecins, des personnes en santé publique. Et puis, ces gens définissent ensemble, en fonction des messages, par exemple, qu'on a reçus d'Alena de Sainte-Justine, comment rendre ça justement plus ludique et accessible finalement. Et ce faisant, on permet aux participants des game jams finalement d'apprendre aussi eux-mêmes sur leur propre santé. Donc là, pour le moment, on a fait une game jam en Suisse cette année, on en a fait 2 à Montréal ici. La dernière il y a 2 semaines, et on prévoit en faire 5 l'année prochaine. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez nous suivre sur Breathing Games. Ça, c'est un petit peu le déroulement de la Game Jam. Donc on a une première partie où les gens vont vraiment s'auto-organiser. Donc on leur propose de se présenter, de dire un petit peu quelles sont leurs compétences. On leur présente le projet, et puis après, c'est vraiment eux qui définissent quel type de jeu va en ressortir. Donc le jeu qui a été fait, c'est pas nous qui avons dit il faut lancer un poumon dans l'air, c'est vraiment l'équipe qui a, qui a développé ça. Et ici, on s'est organisé, donc on était tous connectés, mais on avait des équipes, on a une équipe qui a travaillé sur ce qu'on appelle Lung Launcher, il faut qu'on lui trouve un nom en français, donc il y a vraiment ce jeu sur les déclencheurs de l'asthme. On a des autres qui ont travaillé sur la partie Tamagotchi, qui était Breathing App. On a une équipe qui a travaillé sur le flux-mètre, donc l'appareil à connecter au téléphone. Et puis après, on a l'équipe de recherche qui a également travaillé sur des protocoles, des focus groups, pour faire après une évaluation des jeux. Tout ce qu'on fait est diffusé sous licence libre. Ça veut dire que n'importe qui dans le monde peut reprendre et réutiliser ce qu'on fait, peut l'adapter pour d'autres maladies.
Donc tout est documenté, typiquement la bibliographie est sur Zotero, qui est un outil libre. Et puis les gens qui contribuent au projet enregistrent leur contribution dans un système que vous voyez à droite. Et ce système permet de redistribuer les fonds qu'on reçoit. Donc là, on reçoit par exemple des fonds de Concordia. La moitié des fonds, ou un peu plus, est redistribuée à toutes les personnes qui nous aident dans le projet. Donc ça évite d'avoir une compétition finalement avec d'autres organismes. Ici, on voit un petit peu le processus. Donc là, on a eu les 2 Game Jams à Montréal. On a avancé un petit peu sur le jeu. L'idée, c'est de continuer le développement du jeu en ligne et puis lors d'événements. Et puis de pouvoir le tester justement après avec des patients, avec des professionnels de la santé et puis avec les parents des utilisateurs. Bien sûr, l'autre intérêt des jeux, c'est qu'on va avoir des données qui vont rentrer. Et ces données-là seront gérées dans un système décentralisé qu'on appelle IPFS ou blockchain. L'idée, c'est qu'on n'a plus une base de données centralisée qui est gérée et sécurisée par une entreprise ou par l'État. C'est que chaque utilisateur va avoir la base de données chez lui. Donc la base est décentralisée. Et ça permet d'assurer l'intégrité des données. Mais ça pose aussi beaucoup de questions qui sont encore à régler sur le plan éthique, sur le plan légal. Mais l'idée, c'est vraiment de remettre aussi les données en lien avec l'utilisateur. Donc il sait vraiment quelles sont les données là. Elles sont publiées, elles sont anonymes et publiées pour permettre aussi la recherche en santé publique. Voilà, c'est cet aspect-là. L'autre aspect sur lequel on veut travailler, c'est le fait justement que ces données, quand l'utilisateur crée des données, il va recevoir une monnaie électronique. Et les chercheurs qui vont vouloir accéder à ces données vont aussi, eux, contribuer en monnaie électronique afin qu'il y ait un échange qui se fasse automatiquement et qu'il y ait une rétribution qui se fasse plus justement de la part des utilisateurs, pour les utilisateurs. Là, je vous propose de voir une vidéo qui dure 2 minutes. C'est 2 participantes qui sont très enthousiastes, donc peut-être qu'elles étaient vraiment dans le projet, elles n'ont pas pris le recul de parler de manière plus scientifique, mais ça vous donne peut-être un autre aspect du projet. I teach creativity to the PhD candidates at Polytechnic School of Montreal. Lyra in English. I am a student at McGill University. I'm doing my master's in asthma research. In mini hackathons in France and in Quebec. You are creating, for me, the next generation of hackathon. What we are doing is with like the strategy of the blockchain. Everyone could receive a contribution for their idea, their effort, and I think that kind of model could increase and improve the collective collaboration and project. And for me, this is the future. I've never done a hackathon before. I think coming here, the most interesting thing was the incredible diversity of people who are a part of this. I mean, you have dentists, you have programmers, people that you wouldn't really think would be involved in a project on asthma. You found a way to keep people incorporated for creating a better collective work environment where everyone is valued. And it doesn't really matter what your title is, where you come from. It's about what you can contribute. It is so important for a well-being society to learn how to be more ethical. We have to find a way to make sure that everyone is treated with respect. And I think this experiment, what the way Breathing Games is working, could be like a place where we will learn that. What is remarkable with Breathing Games also is that it's open source. So anyone who wants to continue or to do something, they can have access to the data. It's very the generosity of the program, which is really awesome.